Bonjour à tous, je m'appelle Romain Karov, je suis tech lead chez Résonante. On est une association qui fait de la prévention sur les violences sexistes et sexuelles. On est basé à Nantes, on fait cette prévention à travers différentes actions de terrain, mais également des outils numériques comme l'application mobile Appel. Voilà, j'aurai grand plaisir à échanger sur tout ça avec vous pendant cette conférence ou ailleurs. Mais pour l'instant, on va parler d'injection de dépendance sur Android et d'injection de dépendance avec Daggerhilt. Alors, je fais un petit peu de contexte. Fin 2019, durant l'Android Dev Summit, Google a fait une conférence sur l'injection de dépendance et a fait plusieurs annonces. Parmi ces annonces, il y avait le fait que pour la première fois, Google recommandait aux développeurs d'utiliser de l'injection de dépendance pour la création de leurs applications mobiles Android. Et ils ont également fait d'autres annonces conjointement. Ils ont annoncé qu'ils discontinuaient Dagger Android, qui était en fait une surcouche de Dagger pour faire de l'injection de dépendance avec Dagger sur Android. Et dans le même temps encore, ils se sont prononcés en faveur d'un framework d'injection de dépendance, et ce framework d'injection de dépendance, c'est Dagger pur. Vous verrez parfois des références, plus tard même dans mon talk, à Vanilla Dagger, ça veut dire Dagger pur. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est que quelque chose comme 6 mois après cette annonce, Google a commencé à mettre en open source un framework qu'ils utilisaient depuis longtemps en interne, qui s'appelait Daggerhilt, enfin qu'ils ont appelé Daggerhilt. Et en juin 2020, donc, on a vu la première alpha de Daggerhilt, et un peu moins d'un an plus tard, en mai 2021, on avait la première version stable de Daggerhilt. Je vous donne ce contexte parce que ça permet aussi de se rendre compte un petit peu de la maturité du projet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'injection de dépendance? Si vous êtes dans cette conf, c'est que vous devez avoir une petite idée sur la question. L'injection de dépendance, c'est un ensemble de techniques qui vont vous permettre notamment de fournir à une classe ces différentes dépendances. L'idée, c'est de mettre en place la séparation des préoccupations en français. C'est que la classe ce ne soit plus la responsabilité d'une classe d'aller instancier ses propres dépendances. On lui fournit, et on lui fournit, si possible, dans son constructeur. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un code qui va être réutilisable et bien découplé. Alors, pour faire tout ça, il est évidemment possible de faire de l'injection de dépendance sans utiliser un framework. Ça nécessite des connaissances techniques quand même sur le sujet et surtout l'écriture de pas mal de code boilerplate. C'est en partie pour ça que Google recommande l'utilisation d'un framework pour faire de l'injection de dépendance. Un framework, c'est en général une librairie qui propose un certain nombre de templates et de conventions pour mettre en place de l'injection de dépendance dans votre projet. Alors, c'est là que vient Dagger. Qu'est-ce que Dagger? Dagger, c'est un framework d'injection de dépendance pour Java, ce qui veut dire que ça va fonctionner pour Java, pour les applications Java, pour Kotlin sur la JVM et donc pour Android. Évidemment, Dagger, c'est pas le seul framework d'injection de dépendance sur Android. Il y en a plusieurs et j'ai pas du tout la prétention de pouvoir les lister et pas du tout la prétention de pouvoir faire un comparatif entre les différents frameworks. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que moi, j'ai fait le choix sur la plupart des projets Android sur lesquels j'ai pu travailler d'utiliser Dagger, où le choix était fait sur ces projets d'utiliser Dagger, et il y a des raisons à ça. Déjà, Dagger, ça permet une vérification au build time du graphe de dépendance. Et ça, c'est une sécurité qui est vraiment pas négligeable. Et ensuite, à ma connaissance, au runtime, ça a des performances inégalées. Par contre, c'est vrai que du coup, ça a un build time assez important. Alors, Dagger, c'est compatible avec Android, mais comme je l'ai dit, c'est un framework d'injection de dépendance pour Java. Quelle est la spécificité sur Android? En fait, sur Android, comme sur d'autres frameworks mobiles, par exemple, on n'a pas la main sur l'ensemble des constructeurs de toutes les classes du framework. Il y a certaines classes qui sont instanciées par l'OS, on n'a pas la main sur le constructeur et on ne peut pas faire, ce qui est une bonne pratique en injection de dépendance, d'injecter les dépendances dans le constructeur. Donc en fait, comment on fait du coup pour que ça fonctionne? Eh bien, on crée avec Dagger ce qu'on appelle un composant au sens Dagger. On instancie ce composant dans notre classe application ou activité. Ce composant Dagger, on y a rattaché des modules dans lesquels on a défini nos méthodes factory, nos différents bindings, etc. Et c'est en récupérant l'instance de notre composant qu'on va pouvoir ensuite injecter nos composants Android, là les activités ou les applications. Bon, le truc avec Dagger, c'est que
ça propose plusieurs templates, plusieurs conventions, plusieurs annotations. C'est vraiment un outil très complet et très complexe et pas évident à prendre en main. De plus, il y a plusieurs façons de faire son setup de Dagger sur Android. C'est pour ça que d'un post Medium à un post Stack Overflow, etc., vous ne retrouvez pas forcément le même setup. Et du coup, ça crée une grande confusion et une grande complexité pour l'apprentissage de l'outil. C'est pas dit que d'un projet à l'autre, vous retrouviez le même setup de Dagger. Donc il y a vraiment une learning curve importante sur Dagger et ça facilite pas l'intégration de nouvelles personnes sur la codebase. Ajoutez à ça que de notoriété publique, la documentation de Dagger était de très mauvaise qualité. Ça en fait un outil à la fois reconnu pour ses performances, mais à la fois mal aimé. Et c'est là qu'arrive Dagger-Hilt. Et en fait, avec Dagger-Hilt, quelle est la proposition? Là, je vous ai mis la page d'accueil de la doc de Dagger-Hilt. Déjà, point positif, la doc est vraiment bonne. La doc est de bonne qualité, elle est claire, elle est agréable à lire. C'est vraiment un plus comparé à ce dont on avait été habitué pour Dagger. Et donc, l'objectif avec Dagger, c'est de proposer un standard d'utilisation de Dagger sur Android. L'objectif, de Dagger-Hilt. Et pour ce faire, Dagger-Hilt propose un certain nombre de composants au sens de Dagger, que je vous présente ici. Voilà. Donc on a par exemple le Singleton Component qui va ressembler à ce que vous avez peut-être dans votre application qui s'appellerait le App Component ou le Application Component. C'est un composant Dagger qui a la durée de vie de l'application. Pour chaque composant, Dagger-Hilt propose un scope associé et donc là on vous spécifie son cycle de vie. Donc on va avoir le composant pour l'application, on va avoir un Activity Component, un Fragment Component et on en a également pour les extensions de Jetpack comme les View Models ou les Workers. Pour chacun de ces composants, on a des bindings par défaut qui sont fournis. Donc pour le Application Component, on aura accès à la classe application. Pour Activity Component, on aura une instance de l'application et de l'activity, etc., etc. Donc comment ça se passe pour le setup? C'est assez simple en fait. Pour la classe application, on va annoter notre application avec un @HiltAndroidApp et à partir de là, le framework va générer pour nous le code nécessaire pour aller créer en fait pour aller récupérer une instance du composant et faire l'injection. Et donc en fait, on a juste à annoter notre classe application avec cette annotation et l'ensemble de nos dépendances qui sont annotées avec @inject pourront être injectées. Plus besoin d'aller instancier notre composant Dagger custom et plus besoin d'injecter nous-mêmes les dépendances. Pour les autres composants au sens Android, c'est tout aussi simple. On annote le composant, par exemple ici l'activité avec @AndroidEntryPoint et plus besoin d'aller instancier notre composant custom. On peut injecter automatiquement les dépendances de notre activité. Je ne vous fais pas la liste de tous les composants Android différents. Pour le service, ça marche de la même façon. Ça va marcher de la même façon pour les broadcast receivers, etc., etc. Du coup, si vous avez bien suivi, on n'a plus besoin d'écrire des composants custom pour Hilt. Parce que Hilt nous propose ces composants. Cependant, on a toujours nos modules. Les modules, c'est là où vous allez écrire vos factories custom, si vous passez par un builder, par exemple, ou si vous avez besoin de mettre en place des bindings pour pouvoir définir quelle est l'implémentation associée à quelle interface. Donc, vous avez toujours besoin de vos modules. Pour associer un module à un composant, vous allez utiliser une annotation qui s'appelle install_int. Vous spécifiez le composant Dagger-Hilt dans lequel vous voulez installer votre module. Et ça fonctionne. Vous n'avez plus besoin de définir les dépendances entre les différents modules. En fait, à partir du moment où deux modules sont installés dans le même composant Dagger-Hilt, ces modules auront accès l'un à l'autre. Et vous avez la possibilité d'utiliser les scopes qui sont proposés par Dagger-Hilt. Pour les extensions Jetpack, comme le ViewModel, Dagger-Hilt vous permet d'assez simplement faire de l'injection dans le constructeur du ViewModel. Alors c'était possible ça précédemment avec Dagger, on était obligé de passer par des ViewModel Factory. C'était pas très compliqué, mais ça nécessitait quand même pas mal de code boilerplate, qui est un peu pénible à écrire à chaque fois. Donc on fait cette annotation @HiltViewModel, et dans la classe activité, on a également un delegate qui permet de récupérer le ViewModel, activité ou la classe activité ou fragment, et on peut récupérer notre ViewModel qui aura été injecté, et on obtient même gratos le SaveStateHandle qui vous sert si vous avez besoin de persister par exemple des données lors d'un changement de configuration. Donc vraiment,
vraiment pratique et beaucoup moins de code à écrire. Également, ça fonctionne pour les workers. Et ça, pour ma part, c'était vraiment la bonne nouvelle. Je ne savais pas comment injecter des dépendances, comment accéder à mon graphe de dépendance depuis les workers. C'était sûrement possible, je ne savais pas comment faire. Et pour ma part, ça m'a vraiment simplifié la vie. Ça demande un tout petit peu plus de configuration. Dans la classe application, en fait, je vous affiche là ce qui est nécessaire pour la classe application. On en récupère une int worker factory, on ajoute la méthode getWorkManagerConfiguration. Et je crois qu'il y a un petit peu, il y a une ligne de conf dans le manifeste, un truc comme ça. Et c'est parti, on peut injecter nos workers dans le constructeur de la façon suivante. Donc une annotation sur le constructeur du worker pour récupérer le contexte, les paramètres du worker et l'ensemble des dépendances qu'on voudrait injecter dans ce worker. Vraiment pour moi, ça c'est une grosse simplification. Alors maintenant, je vous partage un petit peu mon retour d'expérience là-dessus. En janvier de cette année, j'ai voulu améliorer mes connaissances sur Dagger, en fait, que j'utilise depuis des années, mais j'ai toujours senti quand même qu'il fallait que j'approfondisse un petit peu le sujet. Et ça m'a amené également à me pencher sur Dagger Hilt, et donc à regarder la doc. Ça m'a plutôt séduit. J'ai trouvé ça assez simple, et vraiment le fait d'aller partager un standard entre différents projets Android qui allait simplifier un petit peu l'utilisation de Dagger pour tous les devs Android, ça m'a paru être une bonne idée. Mais avant de me lancer à faire du refactoring de mon application principale, j'ai voulu le tester sur un petit projet. Et ça tombait bien, j'avais un petit projet à réaliser. Donc j'ai fait le setup, comme je vous l'ai montré déjà à plusieurs reprises, le setup c'est vraiment simple, une petite annotation @Android app sur l'application, et c'est bon, pas besoin d'aller créer les composants, ils sont là, et ensuite au fur et à mesure que je crée des services, si j'ai besoin d'aller faire une factory un petit peu spéciale, je crée un module, j'installe mon module dans le composant Dagger Hilt que je veux utiliser, et ça fonctionne, et vraiment c'est beaucoup moins de temps de réalisation du setup de Dagger, beaucoup moins de code boilerplate que ce qui était nécessaire avec Dagger Vanilla. Hop. Du coup, fort de cette expérience, je me suis dit, ok, je vais aller le faire dans mon application principale, qui est l'application Appel. Le truc pour Appel, c'est que j'avais un setup de Dagger qui était un petit peu particulier, où en fait je considérais chaque écran, chaque service, chaque fonctionnalité comme une feature. Et donc, chaque feature pouvait être décomposée en modules au sens Gradle, en modules différents, et donc elles avaient chacun leur composant Dagger custom. Ça a des avantages, notamment de paralléliser les builds des composants, donc de gagner en fait du temps de build. Ça a également l'avantage d'être compatible avec Dynamic Feature, mais c'est quand même beaucoup de code boilerplate et ça complexifie encore la prise en main du framework pour quelqu'un qui rejoindrait la codebase. Donc, comme j'avais pas finalement, je tirais pas forcément profit de cette configuration et j'utilisais pas notamment Dynamic Feature, ça m'allait bien de faire ce refactoring, de simplifier l'arrivée de nouveaux devs sur la codebase. Et en même temps, j'étais aussi très intéressé par les intégrations qu'il y avait pour les view models et les workers. Donc je me suis lancé. Et avant de vous expliquer un peu ma procédure pour cette migration, juste deux petits mots. Toute la conf Dagger pure ou Dagger Android, ça reste compatible avec Hilt. Il y a également un guide de migration dans la documentation de Dagger Hilt qui est franchement très bien fichu. Je m'en inspire énormément pour faire cette présentation et ça couvre en plus la plupart des problèmes qu'on peut rencontrer durant le processus de migration. Il y a également une API de migration à Hilt. Personnellement, je m'en suis pas servi, mais cette API, elle vous permet d'aller un petit peu pas à pas, sans avoir à migrer d'un coup l'ensemble de votre application vers Dagger Hilt. Donc la stratégie qui a été la mienne, ça a été d'abord de migrer la classe le composant application, et ça assez simplement, hein, en annotant ma classe application avec @HiltAndroidApp, environ mon composant custom et en allant installer mes modules qui étaient en fait installés dans mon ancien composant custom, d'aller les installer dans Singleton Component et c'est tout, ça a fonctionné assez vite. Ensuite, la seconde partie du travail, c'est peut-être la plus importante, c'est d'aller mapper tous les composants custom que vous aviez pour Dagger avec les composants proposés par Hilt. Voir dans quel composant Hilt vous allez installer quel module. Et une fois que ce mapping il est fait, d'aller mettre à jour les scopes,
d'aller supprimer tous les composants custom que vous avez mis dans vos activités, fragment, etc., enfin l'instanciation de ces composants. Et c'est parti, build, run, test. Comme je l'ai dit, l'intérêt de Dagger, c'est que au build time, ça vérifie le graphe de dépendance. Donc déjà, si vous avez des soucis, vous allez vous en rendre compte à ce moment-là. Et il va falloir débugger à ce moment-là. Alors il y a quand même eu quelques soucis au runtime. Un souci que j'ai eu, c'est qu'il y a une règle avec int, c'est que les fragments int doivent être attachés à des activities int. Et c'était pas forcément mon cas pour tous mes. En fait, toutes mes activités n'avaient pas des dépendances injectées avec Dagger. Pourquoi? Parce que j'avais des activités qui étaient juste des containers pour les fragments et qui n'avaient pas besoin donc, que je leur injecte des dépendances et donc pour lesquelles j'avais rien fait de custom au niveau de l'injection de dépendances. Là, la solution simple, c'est d'aller annoter toutes les activités avec la notation @AndroidEntryPoint. Je vois pas quel désavantage pourrait y avoir à ça et franchement, ça règle le problème. Les bindings par défaut fournis sont des classes génériques. Un exemple, les modules, par exemple, le module installé dans Activity Component, ça va récupérer une activité générique. Ça ne va pas récupérer une AppCompat Activity, ça ne va pas récupérer votre Base Activity si vous en avez une. Donc voilà, la simplicité, c'est de rajouter une factory méthode avec un cast en fait sur l'activité. Il y a un petit risque si jamais vous n'utilisez pas votre base activity dans l'ensemble de l'app, mais ça règle le problème. J'ai eu quelques bindings, quelques nommages des bindings à corriger, mais globalement ça s'est bien passé. Et enfin j'ai eu un autre problème avec les view models. En fait, le composant Dagger, le view model component, son parent, c'est pas Activity Component, c'est Retained Activity Component. En fait, ça c'est le composant qui est avant, en fait, si vous voulez, dans le niveau du lifecycle, c'est avant la création de l'activité. L'idée, c'est de pouvoir persister des instances en cas de changement de configuration. Donc quand l'activité, elle est rebuildée. Et moi, dans mon cas, je suis sur un modèle d'architecture MVVM dans lequel les view models font appel à des use cases qui étaient du coup installés dans mon module de view model, dans mon composant pardon, de view model. Et si ces use cases avaient besoin du contexte d'activité, là, ça n'allait pas fonctionner. Donc il y a eu un peu à adapter ma stratégie pour que ça fonctionne. Voilà, je vais finir sur ce slide, finalement je suis allé plus vite que prévu, j'espère que ça n'a pas été trop dur à suivre. C'est le slide un petit peu takeaway avec, à mon sens, les avantages et inconvénients de Dagger Hilt. Dans les avantages, déjà, à mon sens, Hilt, ça tient ses promesses, dans le sens où ça définit un standard d'utilisation de Dagger pour la création d'applications Android. Ça retire beaucoup de code boilerplate. Et il y a ça laisse moins de place pour les erreurs. Pourquoi? Parce que le setup il nous est donné, on passe moins de temps à se poser la question de est-ce que ce setup il me convient ou pas, comment je vais faire mon setup. On suit le setup qui nous est proposé par Dagger Hilt. La documentation est de bonne qualité, je le dis encore une fois parce que vraiment je n'ai pas eu besoin de me servir de Stack Overflow ou d'autres choses. Dans la plupart des cas, juste la doc Dagger Hilt m'a suffi pour résoudre mes problèmes. L'injection des view models et des workers est vraiment simplifiée. Et ça facilite vraiment l'onboarding de nouveaux développeurs sur le projet, que ce soit des juniors ou des gens qui n'ont pas trop l'habitude de Dagger, ou même des gens qui connaissent Dagger mais qui sont habitués à des setups différents du vôtre. Au moins là, il y a un setup standard, on se comprend. Dans les désavantages, je dirais que c'est moins customisable, mais en même temps, c'est le but. C'est le but avec Dagger Hilt. Le code est un peu moins découplé. Je vous donne un exemple. L'ensemble des activités se partagent le même Activity Component. Donc, elles se partagent l'ensemble des bindings que vous avez définis dans l'Activity Component. En termes d'avantages, ça permet d'utiliser des fonctionnalités de deshadowing pour Dagger. Par contre, ça ne vous permet pas de bénéficier de performances de build en parallèle que vous pouviez avoir avec un setup comme celui qui était le mien précédemment. Les tests UI sur les fragments, ça ne marche pas directement pour la raison en fait que je vous expliquais précédemment que en fait dans les tests UI, les fragments ils sont rattachés à une activité générique qui n'est pas une activité Hilt et donc il y a un peu de code à mettre en place pour que ça fonctionne. Donc vous l'aurez compris, ça ne fonctionne pas avec Dynamic Feature pour les raisons que j'ai présentées avant. Il y a un risque d'augmentation du build time.
Pour moi, c'est pas, j'ai rien vu de notable, que ce soit sur ma machine ou sur sur notre intégration continue. Pour moi, ça a bien fonctionné dans les deux cas. Et puis enfin, on peut quand même signaler le fait que comparé à Dagger, ça a peut-être un risque un peu plus important d'être discontinué, comme l'a été Dagger Android. Ça reste une surcouche à Dagger, donc il y a toujours ça à avoir en tête. Et il y a toujours également les changements sur l'API qui pourraient peut-être être un peu plus fréquents. Là, sur les derniers patchs, ça n'a pas trop changé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et j'aurai grand plaisir à répondre à vos questions si vous en avez. Merci Robin. Alors, il y a une question de Vincent, mais qui était au cours de ta discussion. Donc Vincent, si tu veux aussi monter sur scène, n'hésite pas à lever la main. En fait, il te posait la question qu'il n'avait pas compris la différence entre Activity Component et Activity Retain Component. Ouais, alors j'en ai reparlé quand j'ai parlé du souci que j'avais avec les view models. En fait, c'est au niveau du life cycle, c'est un composant, voilà, c'est un composant qui est disponible juste avant la création de l'activité, et donc qui va permettre de persister des dépendances en cas de changement de configuration. Si par exemple on change, on passe de portrait à landscape, dans ces cas-là l'activité elle est recréée, et bien là nos instances elles sont persistées d'une configuration à l'autre. C'est là la grande différence. Et donc du coup dans le retain activity, non pardon, activity retain component, on n'a pas accès, on n'a pas dans les bindings, on n'a pas l'activité. On peut le voir ici, voilà, on a juste l'application, on n'a pas l'activité. Mais au début, ça m'a pas semblé évident non plus. Donc au niveau des scopes, il y a un choix à faire sur ce qu'on allait utiliser.